Depuis 2 semaines, les États-Unis traversent une crise sans précédent. 2 citoyens américains ont été abattus par des agents fédéraux en pleine rue à Minneapolis. Les manifestations se multiplient dans tout le pays pour dénoncer les violences de l'ICE, la police fédérale de l'immigration. Des personnalités comme Barack Obama prennent la parole pour la première fois depuis longtemps et appellent à un sursaut démocratique. La situation menace de s'embraser encore davantage. L'affaire ICE, une fracture profonde. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a fait de la lutte contre l'immigration une priorité absolue. L'ICE, l'Immigration and Customs Enforcement, cette police fédérale chargée du contrôle de l'immigration, a vu son budget tripler et ses effectifs doubler en seulement un an. Plus de 10 000 nouveaux agents ont été recrutés. Mais ce qui inquiète, ce sont les méthodes employées. Des raids sont organisés dans des lieux publics, aux abords des écoles, devant des restaurants, près des hôpitaux. Des agents masqués et lourdement armés procèdent à des arrestations qui reposent souvent sur le seul faciès des personnes. De nombreuses personnes en situation régulière ont ainsi été interpellées par erreur. Selon plusieurs juges américains, dont les déclarations ont été relayées par l'organisation Human Rights Watch, ces tactiques ont un objectif délibéré: terroriser les communautés d'immigrés. L'idée est de créer un climat de peur généralisé pour dissuader l'immigration et pousser au départ volontaire. 2 morts qui embrasent le pays. Récemment, 2 citoyens américains ont perdu la vie dans des circonstances troublantes, aggravant considérablement les tensions. Le 7 janvier, Renee Good, 37 ans, est tuée à Minneapolis par un agent de l'ICE. Elle se trouvait au volant de sa voiture. L'administration Trump affirme que l'agent a tiré pour se défendre. Mais cette version est contredite par plusieurs vidéos de l'opération qui ont été analysées par des médias indépendants. Quelques jours plus tard, ce samedi, Alex Pretty est abattu dans des conditions encore plus controversées. L'administration fédérale affirme qu'il s'est approché d'agents de la Border Patrol, une autre agence de contrôle des frontières, en brandissant un pistolet. Or, les vidéos filmées par des témoins racontent une histoire totalement différente. On y voit Alex Pretty, qui était infirmier en réanimation, filmer les agents avec son téléphone portable. À un moment, il se tourne pour aider une femme qui vient d'être violemment jetée au sol par les forces de l'ordre. C'est à ce moment qu'il est lui-même plaqué au sol et frappé. Pendant qu'il se débat, un agent affirme qu'il est armé. Effectivement, Alex Pretty possédait une arme à feu, ce qui est parfaitement légal à Minneapolis s'il dispose d'un permis de port d'armes. Et c'était bien son cas, selon le chef de la police locale. Selon l'analyse des vidéos réalisées notamment par le Washington Post, Alex Pretty n'avait jamais dégainé son arme. Il a été désarmé avant d'être abattu. Les agents ont tiré près de 10 fois sur lui. Un bilan dramatique. Ces 2 décès en pleine rue s'ajoutent à un bilan déjà lourd. 32 personnes sont mortes en détention dans les centres de l'ICE en 2025. C'est un record historique depuis la création de cette agence au début des années 2000, selon une enquête du journal britannique The Guardian. Sur ces morts en détention, on dispose de peu d'informations car l'accès au centre est extrêmement restreint. Mais les témoignages se multiplient, relayés par des organisations de défense des droits humains. Ils évoquent des conditions de détention déplorables, des soins médicaux insuffisants, et parfois des violences. Trump maintient sa ligne. Face à cette crise, Donald Trump n'a pas changé de position. Sur son réseau social Truth Social, il a affirmé que la mort des 2 citoyens américains était le résultat, je cite, du chaos provoqué par les démocrates. Il accuse directement le maire et le procureur du Minnesota de refuser de coopérer avec l'ICE et d'encourager, toujours selon ses mots, les agitateurs à obstruer illégalement les opérations visant à arrêter les criminels. Sur ce point, il est important de rappeler un élément factuel. Selon les données officielles analysées la semaine dernière, une très faible minorité des personnes arrêtées par l'ICE ont un casier judiciaire ou sont recherchées par la police. La grande majorité sont des personnes sans antécédents, interpellées pour des infractions administratives liées à leur statut migratoire. La réponse des autorités locales. Tim Walz, le gouverneur démocrate du Minnesota, a demandé officiellement à la Maison-Blanche le retrait des agents fédéraux de l'ICE de son État. Il a également ordonné la mobilisation de la Garde nationale pour aider la police locale à maintenir l'ordre. La Garde nationale, rappelons-le, est une force militaire de réserve qui intervient lors de catastrophes naturelles, de conflits ou d'émeutes.
Cette décision crée une tension institutionnelle majeure entre l'administration fédérale républicaine et les gouvernements locaux démocrates. Le blocage des enquêtes. Un autre point de friction concerne les enquêtes sur ces deux morts. Le ministère de la Justice, contrôlé par l'administration Trump, a écarté les autorités locales de l'investigation sur la mort de René Good. Cette décision fait craindre une absence totale de justice, d'autant que le camp présidentiel a déjà proclamé l'innocence de l'agent impliqué. Pour les autorités locales et les familles des victimes, c'est une forme d'impunité institutionnalisée. Comment obtenir justice quand ceux qui enquêtent ont déjà annoncé leurs conclusions? Des fissures au sein du camp républicain. Ce qui est remarquable, et c'est peut-être un point de bascule, c'est que des voix commencent à s'élever au sein même du camp républicain. Kevin Stitt, le gouverneur républicain de l'Oklahoma, a déclaré sur CNN que, je cite, « Les Américains n'apprécient pas ce qu'ils voient en ce moment, et que cela suscite de profondes inquiétudes quant aux tactiques et à la responsabilité du gouvernement fédéral. » Certes, c'est une critique relativement mesurée, mais elle est significative. Qu'un gouverneur républicain critique publiquement une politique centrale de l'administration Trump, c'est suffisamment rare pour être souligné. L'opinion publique bascule. Les sondages montrent également un changement dans l'opinion publique. Selon une enquête nationale réalisée par le Siena College après la mort de René Good et publiée par le New York Times, 61% des Américains estiment que les méthodes de l'ICE vont trop loin. Et ce chiffre inclut près d'un républicain sur 5. Ce pourcentage pourrait encore augmenter après la mort d'Alex Pretty ce week-end. Si cette tendance se confirme, elle pourrait avoir un impact majeur sur les élections de mi-mandat prévues en novembre prochain. Ces élections, bien que moins médiatisées que les présidentielles, sont cruciales car elles permettent de renouveler une partie du Congrès. Si les démocrates reprennent le contrôle d'une des deux chambres, ils pourraient bloquer une partie de l'agenda de Trump. La bataille budgétaire. Une autre échéance importante se profile ce week-end. Le vote au Sénat d'un texte budgétaire qui inclut le financement du DHS, le Department of Homeland Security, le ministère qui chapeaute l'ICE. Plusieurs sénateurs démocrates ont déjà annoncé qu'ils voteraient contre ce projet de loi tant que le financement du DHS y figure. Si le texte n'est pas adopté, les États-Unis pourraient se retrouver en situation de shutdown, c'est-à-dire une fermeture partielle de l'administration fédérale faute de budget voté. Un shutdown dans le contexte actuel ajouterait une crise institutionnelle à la crise sociale en cours. Obama et Clinton sortent du silence. Les anciens présidents démocrates Bill Clinton et Barack Obama ont tous deux pris la parole, ce qui est relativement rare. Par tradition, les anciens présidents évitent généralement de critiquer publiquement leurs successeurs. Barack Obama a publié une déclaration où il affirme, je cite, « Il revient à chaque citoyen de s'élever contre l'injustice et de faire rendre des comptes à notre gouvernement. » C'est un appel direct à la mobilisation citoyenne. La mobilisation continue. Partout dans le pays, les manifestations se multiplient. À Minneapolis, malgré des températures descendant en dessous de -20 degrés Celsius, des milliers de personnes continuent de manifester quotidiennement. Des groupes de citoyens armés, comme les Black Panthers dont nous parlions plus tôt, patrouillent dans les quartiers pour protéger les communautés. Des villes sanctuaires, c'est-à-dire des municipalités qui refusent de coopérer avec l'ICE, se multiplient. Des réseaux d'entraide se mettent en place pour alerter les communautés des raids imminents. La situation est explosive. Chaque nouvelle arrestation, chaque nouvelle vidéo d'intervention violente alimente la colère. Les historiens comparent cette période à certains moments critiques de l'histoire américaine, comme les émeutes des années 1960 ou les manifestations contre la guerre du Vietnam. Tempête historique aux États-Unis. Parallèlement à cette crise politique, les États-Unis font face à une catastrophe naturelle majeure. L'état d'urgence a été décrété dans 20 États alors qu'une tempête hivernale d'une ampleur exceptionnelle frappe le centre et le nord du pays. Des températures allant jusqu'à -45 degrés Celsius sont enregistrées, notamment autour de Minneapolis et Chicago. Cette vague de froid devrait durer plusieurs jours. La tempête a déjà causé la mort d'au moins 13 personnes. Plus de 800 000 foyers sont privés d'électricité, principalement au Texas et en Louisiane. 14 000 vols ont été annulés ce week-end. L'Agence météorologique nationale qualifie cette tempête d'« inhabituellement étendue et durable ». Il s'agit d'une masse d'air arctique qui touche habituellement le pôle Nord mais qui a été déviée vers le sud. À New York, 30 cm de neige sont tombés en une seule journée.
Les autorités appellent la population à rester chez elle et à éviter tout déplacement non essentiel. Cette tempête complique évidemment la situation des manifestants et des sans-abri, particulièrement dans les zones touchées par les opérations de l'ICE. France, primaire de la gauche le 11 octobre. En France, la primaire de la gauche en vue de l'élection présidentielle de 2027 se tiendra le 11 octobre. Cette annonce a été faite ce samedi par les organisateurs. Il s'agit d'une élection qui doit permettre à une partie de la gauche dite unitaire, d'élire son candidat officiel. Cette primaire rassemble pour le moment plusieurs formations politiques, les écologistes, le Parti debout de François Ruffin, l'Alliance pour une République écologique et sociale fondée par Benoît Hamon, le Parti Génération.s, et enfin le Parti socialiste. Cependant, la participation du Parti socialiste n'est pas encore définitivement confirmée. Elle sera soumise au vote de ses adhérents après les élections municipales. De leur côté, Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, et Raphaël Glucksmann, coprésident de Place Publique, ont refusé de participer à cette primaire. Ils estiment pouvoir l'emporter en misant sur une stratégie de vote utile, c'est-à-dire en incitant les électeurs à soutenir le candidat jugé le plus à même de gagner plutôt que de voter pour leur candidat préféré. Le Parti communiste français ne s'est pas encore engagé, bien que certains organisateurs estiment qu'il rejoindra le dispositif. L'objectif de cette primaire est de réduire le nombre de candidatures de gauche au premier tour de la présidentielle. Mais elle est déjà critiquée par certains qui estiment qu'elle ne réunira qu'une partie de la gauche et qu'elle risque de ne pas suffire à éviter les candidatures multiples. Accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Inde. L'Union européenne et l'Inde sont en pleine négociation pour signer un accord de libre-échange historique. Un sommet doit se tenir à New Delhi ce mardi pour finaliser les discussions. L'Inde a déjà annoncé une mesure symbolique forte, la réduction immédiate des droits de douane sur un nombre limité de voitures européennes. Ces taxes vont passer de 110% actuellement à 40%, selon l'agence Reuters. Cette réduction ne concerne toutefois que les véhicules d'une valeur supérieure à 15 000 €. L'Union européenne espère supprimer les droits de douane sur près de 90% des marchandises échangées avec l'Inde. Au-delà du commerce, les négociations portent également sur un partenariat de sécurité et de défense, notamment le partage d'informations stratégiques. En 2024, les échanges commerciaux entre l'Inde et l'Union européenne ont atteint 120 milliards d'euros. L'Inde représente un marché de plus d'1,4 milliard de consommateurs, ce qui en fait un partenaire économique majeur. Les détails complets de l'accord seront dévoilés mardi. Brésil, la foudre frappe des manifestants. Au Brésil, un événement tragique a marqué une manifestation ce dimanche à Brasilia, la capitale. 47 personnes ont été hospitalisées, dont 11 pour des blessures graves, après que la foudre a frappé un rassemblement de partisans de l'ancien président Jair Bolsonaro. 18 000 personnes s'étaient rassemblées sous la pluie pour réclamer l'amnistie de Bolsonaro, actuellement incarcéré. L'ancien président, âgé de 70 ans, a été condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État. Il souffre de graves problèmes de santé liés à un attentat à l'arme blanche subi en 2018. C'est en arrivant près de la place principale que l'orage a frappé les manifestants. Certains ont été brûlés directement par la foudre, d'autres ont été pris en charge pour des entorses ou des crises d'hypothermie selon les pompiers. Cet incident rappelle les dangers des rassemblements en extérieur lors de conditions météorologiques défavorables. France, discrimination raciale dans l'immobilier. En France, une étude choc révèle qu'une agence immobilière sur 2 se rend complice de discrimination raciale pour louer des appartements. C'est le résultat d'une 3e campagne de testing menée par l'association SOS Racisme auprès de 198 agences. L'association s'est fait passer pour des propriétaires demandant explicitement des locataires européens, un terme qui sous-entend des locataires blancs. Résultat, près d'un quart des agences ont elles-mêmes choisi les locataires en fonction de ce critère racial. Un autre quart a permis ou encouragé le propriétaire à faire sa sélection sur cette base. À l'inverse, un peu plus de la moitié des agences ont refusé toute discrimination. SOS Racisme dénonce la persistance de ces pratiques pourtant strictement interdites par la loi française. La ministre chargée de la lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, a annoncé qu'une formation obligatoire sera imposée à tous les agents immobiliers, alors qu'elle ne s'applique aujourd'hui qu'aux détenteurs d'une carte professionnelle.